Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur le modèle opérationnel et plus exactement sur la structure organisationnelle. Et oui, aujourd'hui, nous allons zoomer sur un sous-ensemble d'un modèle opérationnel qui s'appelle la structure organisationnelle. Et pour ça, je vais continuer à faire appel à ChatGPT qui est mon ami et je vais mettre de la sauce dessus avec mon ami Thomas. Donc, structure organisationnelle, qu'est-ce que nous dit ChatGPT? Je rappelle quand même que ChatGPT étant une IA générative, il va majoritairement me sortir le consensus statistique, ce que les gens pensent le plus. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans une structure organisationnelle? Il y a une partie hiérarchie, niveau de management, échelon de décision. Et donc, si je jargonne un peu et que je parle anglais pour faire bien, on va parler de span of control. En gros, c'est quand vous êtes un manager, combien vous avez de personnes sous vous et combien il y a de niveaux hiérarchiques entre celui qui est tout en bas, le bidas, et Dieu qui est tout en haut. Bon, globalement, c'est un sujet hyper intéressant. Moi qui fais beaucoup de réorganisation, organisation dans les grosses boîtes, et ben, je peux vous dire que j'ai pas travaillé souvent sur le sujet. On peut le faire, mais c'est quand même assez rare. Et en général, je dis pas que c'est pas une question inintéressante, mais c'est une question qu'on se pose pas souvent. Et c'est souvent après une très forte croissance ou une très forte décroissance, on se repose la question de combien de niveaux hiérarchiques on veut. Et globalement, savoir si on veut une organisation qui est très en râteau ou si on veut quelque chose qui est très en pyramide, c'est finalement assez culturel. Et c'est là où je rajoute souvent, ça arrive qu'on fait ça en même temps qu'une autre réorganisation. Et là, je dis, on est joueur parce qu'on fait plein de changements d'un coup. Donc en général, il faut quand même savoir, on ne le fait pas souvent, mais quand on le fait, ça peut frotter, surtout si vous enlevez un niveau, quand vous en rajoutez, bon, ça frotte aussi. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on fait pas souvent. Ouais, ça se retrouve même dans les boîtes les petites boîtes qui grossissent d'un coup. Comme tu disais, croissance, décroissance. Euh, à un moment, on grossit énormément, ça se structure comme ça se structure, et puis après, on se pose la question, mais est-ce qu'on a bien fait? Ou ceux qui sont le plus dans l'anticipation, ils arrivent à le faire avant, en disant eh, comment il faut qu'on structure, on est en train de grossir, on va recruter beaucoup. Et donc, c'est des questions qui peuvent se poser à ces moments-là, mais c'est vrai que c'est assez rare. Et donc ensuite, type de structure organisationnelle et rôle et responsabilités. Là, on arrive sur quelque chose intéressant et c'est là où je vais mettre nos têtes en grand parce que c'est encore plus intéressant. Donc la partie structure organisationnelle, alors justement, j'ai un peu enlevé ce qu'il y avait, structure fonctionnelle, structure divisionnelle, structure matricielle, vous voyez, j'arrive même pas à le dire. Pourquoi? Parce que ça, pour moi, c'est quand même une vision un peu, je vais pas dire old school, mais presque, d'une organisation qui est relativement, stable et qui va pas beaucoup bouger. Alors soit on fait en matrice, soit on fait en fonctionnel. La question principale pour moi, c'est plus par rapport à la stratégie d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et là, c'est là où en fonction du produit et ben, on va pas prendre les mêmes décisions. Quand vous êtes au début, où on peut dire que je suis une petite boîte qui va grossir, souvent on organise les équipes, là je parle quand même un peu informatique, par type de compétences. Donc je vais mettre les développeurs back-end .NET avec les développeurs back-end .NET et je vais mettre ceux qui font du JavaScript ensemble. Alors pourquoi on fait ça? Parce que souvent au début il faut construire la stack technique et si on prend les gens et qu'on les met un peu partout, des fois on a du mal à avoir de la cohérence. Donc ça, c'est une organisation possible. Vous allez favoriser le fait d'avoir une bonne compétence technique. Quand la stack technique est jeune, c'est souvent un choix intéressant, plutôt que de mettre les gens un peu partout avec les mêmes compétences. Et là, des fois, c'est pas facile. Ensuite, après, ce qui peut se passer, c'est que ce que vous allez vouloir faire, c'est avoir de l'impact et en gros avoir des gros sujets que vous allez vouloir prendre et vous allez vouloir axer dessus. Donc ça, c'est une organisation par impact. C'est souvent l'organisation qu'on prend, qu'on passe de 50 à 200 parce que je vais vouloir focaliser, alors soit sur tel client, tel client, tel client, tel client, ça peut être un impact. Et le gros intérêt quand on fait ça, c'est que si une équipe elle est en retard, ben, entre guillemets, j'ai pourri qu'un client. Parce que si vous avez une organisation qui est plus par fonctionnalité, et ben, si une équipe est en retard sur une fonctionnalité, ça se trouve, vous pénalisez tous vos clients. Et donc, en gros, ça, c'est une organisation par impact. Je vais essayer de focaliser les gens sur les gros impacts. Autre possibilité que vous pouvez avoir, c'est que vous allez vouloir améliorer des chaînes de valeur existantes. Et donc ça, c'est plutôt une orientation utilisateur en disant, OK, j'ai déjà mes grandes chaînes de valeur et je vais un peu les améliorer. Donc ça, c'est l'orientation utilisateur. Alors pourquoi on passe à ça? Parce que des fois, l'organisation par impact, quand la société n'est pas trop grosse, ça va parce qu'il n'y a pas trop de lignes de code. À partir du moment où ça commence à être plus gros, ça peut être plus compliqué. Et là, en gros, je me mets vraiment bien en face de mes utilisateurs parce que des fois, on a perdu les utilisateurs de vue. C'est bête à dire, mais ça arrive. Et après, Et ce que l'autre tu dis, c'est que ça dépend aussi des marchés. Parce que quand tu parlais on se met en face d'un client, ou alors on se met en face de l'utilisateur au général,
Là, tu décris plutôt un marché B2B, un marché B2C, c'est bien ça, hein? Ça peut être ça. Non. Et ça va être une discussion intéressante. Tu vas pouvoir rajouter plein de trucs. Je finis juste le dernier et après, je te passe la main sur ce sujet bien précis B2B, B2C, B2B2C. Après, l'autre organisation un peu possible, c'est par bloc métier, parce que des fois, vous avez des blocs métiers très complexes, très compliqués, et là, vous allez vouloir un peu spécialiser. En général, c'est qu'on a un produit mature assez installé. On peut avoir beaucoup de lignes de code sur un endroit et on n'est pas capable d'intervenir partout. Et donc là, c'est l'expertise métier qu'on va vouloir mettre en avant. Et là, quand vous avez beaucoup de fonctionnels assez riches, c'est une organisation qui peut avoir du sens. Et après, comment vous savez que votre organisation, c'est la bonne? Vous allez regarder les liens entre équipes et par rapport à votre stratégie, vous allez compter le nombre de couplages. Et plus vous avez de liens entre vos équipes avec des couplages forts, et plus vous allez être embêté. Et donc, plus ce chiffre-là, il est faible, plus vous avez l'organisation qui est adaptée à votre stratégie. Et maintenant, nous allons jargonner B2C, B2B, B2B2C. Ouais, selon effectivement les couplages, hein, et la manière dont on s'est organisé, ça peut être une manière qui s'est structurée de façon assez naturelle, euh, ce qui n'enlève rien à la valeur dont tu parlais. Si on est autour d'un métier, autour d'une fonctionnalité forte, ou alors si on est organisé de manière à être face à un client, donc une équipe répond à un client, une autre équipe répond à un autre client. Euh, mais globalement, il y a un fort impact du métier et du marché sur lequel on est. Tout à fait. Et d'ailleurs, là, j'ai tout à l'heure parlé de la partie client, de la partie utilisateur. En B2C, en général, les clients sont des utilisateurs, c'est un peu plus simple. Et d'ailleurs, c'est simple et c'est pas simple parce que souvent, on a du mal à faire la différence entre les deux. Quand on est en B2B2C, d'ailleurs, c'est là où on voit bien la différence entre le client, celui qui va vraiment payer, et l'utilisateur qui n'est pas la même personne. Et c'est là où justement, on peut faire des choix différents. Donc là, en complément, à partir du moment où on a fait ça, on va à chaque fois se poser la question des rôles et responsabilités pour clarifier un peu en disant, OK, dans une équipe, parce que là, à chaque fois, on va être à la maille équipe, hein. Et c'est d'ailleurs le truc que j'ai pas vu dans ChatGPT. On parle de, je sais pas quoi, peut-être des gens qu'on met à droite, à gauche. Moi, ma vision des choses, c'est que la maille la plus petite quand on discute côté organisation, c'est l'équipe. Et qu'en dessous, vous êtes en train sinon de faire des pools de ressources qui vont à droite, à gauche, et en général, vous n'avez aucune cohérence après. Donc, quand on a toutes ces discussions-là, c'est les équipes. Et là, on va se poser la question de c'est quoi une équipe et quels sont les rôles à l'intérieur d'une équipe. Éventuellement, vous pouvez avoir un manager, vous pouvez avoir des développeurs, des choses comme ça. Et donc là, à chaque fois, on va clarifier un peu les rôles et responsabilités, sachant que clarifier les rôles et responsabilités, ça ne veut pas dire de définir tout de A à Z. Enfin, si vous pouvez le faire si vous avez peu d'incertitude, mais si vous avez de l'incertitude, globalement, ce qu'on a prévu, ça va un peu changer. Il n'y aura jamais quelque chose qui rentre dans les tuyaux qui correspond parfaitement aux compétences des gens. Et donc là, il va falloir un peu d'adaptabilité. Sachant que quand on fait les fiches de poste, on a tendance à faire du blanc-noir. Parce que si on commence à faire du gris dès le départ, à la fin, ça fait un gris, gris, gris. Ça fait pas grand-chose. Donc, en général, qu'après qu'on aborde la partie rôle et responsabilité qui nous permet de décrire un peu ce qu'on attend de chacun et des types de postes, on a tendance à faire du blanc-noir. Et après, on contextualise. Parce qu'on ne peut pas faire un truc qui marche partout forcément. Les fiches de poste, ça reste quand même un peu un modèle. Et on essaie de ne pas en avoir trop pour gérer la partie RH, cohérence salariale, tous ces trucs-là. Et on aide aussi les gens à se positionner. Ouais, sur les petites boîtes, les rôles et responsabilités sont généralement plus flous. Alors, les toutes petites structures, c'est plutôt plusieurs rôles pour une personne. Mais moi, j'aime bien fonctionner avec les équipes, effectivement, et donner la responsabilité des équipes en disant, si on est une équipe de développeurs, la responsabilité, c'est de livrer tel type de feature ou tel type de, de fonctionnalités, de produits. Si on a une équipe de CSM, donc Customer Success Manager, là, ça va être plutôt la discussion avec le client, etc. Euh, et, euh, et les fiches de poste vont, vont être décrites directement là-dedans. C'est-à-dire que là, on parle d'une équipe de personnel fonctionnel. Si on parle d'une équipe produit multidisciplinaire, là, c'est un peu différent, et l'organisation n'est pas la même. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça dépend de ce qu'on cherche et du marché sur lequel on est. Je suis même sûr qu'il n'y a même pas vraiment de fiche de poste. De des rôles. Non, c'est des postes? Oui, des postes, des équipes, parfois il y a des fiches de poste, ça dépend de la structuration, de la manière et de la taille aussi, parce que quand on est 50 ou quand on est 200, 300, c'est pas pareil. Ok.
Donc là, après, je vais enchaîner sur les sujets d'après qui a dans le modèle opérationnel sur la partie structure selon ChatGPT. Je vais faire juste quand même l'instant buzzword. Si vous êtes dans l'informatique sur la partie type d'équipe, topologie d'équipe, la référence c'est Team Topology. Donc il va vous donner des typologies d'équipe comme son nom l'indique, ce qui va vous permettre de jouer au Lego avec des briques de base et de clarifier ce que vous voulez faire. Et le grand intérêt d'utiliser ça, c'est quand vous dites, OK, j'ai une équipe enabling, normalement, tous ceux qui connaissent Team Topology savent ce que c'est. Donc ça va vous aider à jouer au Lego et à voir les briques de base. Et l'autre buzzword, ça s'appelle la loi de Conway. Et donc, en gros, sur la partie loi de Conway, ça dit que l'organisation humaine et l'organisation technique ne sont pas si décorrélées que ça, et que si vous jouez sur PowerPoint à faire une organisation humaine, eh ben, ça va marcher qu'à moitié parce que vous allez oublier des liens qui sont des liens techniques. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à reproduire dans le code la structure organisationnelle, donc la structure humaine. Donc, quand vous jouez à la partie structure dans le milieu de l'informatique, il ne faut pas juste prendre les équipes humaines, il faut aussi prendre les assets techniques parce que les deux sont liés. Et donc, comme ça, c'est plus joueur, c'est plus drôle et on va faire plus de choses avec. Mais en tout cas, voilà. Organisation technique et organisation humaine sont liées et team topologie pour décrire des types d'équipes. Ça marche dans les startups, ça, les team topologie? Ouais, ça marche. Il faut connaître effectivement le modèle et éventuellement même avoir lu le livre, mais oui, ça marche. De la même manière, hein, j'ai pas grand-chose à rajouter là-dessus. C'est vraiment comment est-ce qu'on distribue et comment est-ce qu'on veut fonctionner en fonction de la stratégie. Allez, ça marche. On revient à ChatGPT, on passe à la partie chaîne de commandement et communication, centralisation, décentralisation, coordination et intégration. Bon, moi, j'avoue que dans l'entreprise, j'ai jamais entendu quelqu'un parler de chaîne de commandement. Bon, on peut quand même se poser la question de comment l'information circule dans l'entreprise. En fait, c'est ça la question qu'il y a derrière. Est-ce qu'on considère qu'il y a vraiment une chaîne de commandement où si je donne l'information en haut, elle va redescendre? Et après aussi, si je parle de chaîne de commandement, on va rejoindre des choses de l'armée. La question, c'est comment on relaie les ordres. Alors, ordre ou consigne ou direction, ce qu'on veut, mais Intention, intention, ouais. Globalement, ce qui va se passer, c'est que normalement, c'est pas à chaque échelon hiérarchique, je prends l'information du dessus et je fais juste passe-plat, parce que dans ces cas-là, je sers à rien en fait, hein. Quand même, en gros, c'est comment l'information est transformée. Alors, pas transformée pour maquiller et beurrer les lunettes, c'est transformée pour être capable de redonner l'intention, comme a dit Thomas. J'ai bien aimé. Alors, vas-y, continue sur l'intention parce que je sens que tu tires le bon bout. ouais, l'intention, c'est vraiment qu'est-ce qu'on essaye d'accomplir ensemble. Et quand tu as une structure où la direction est capable de transmettre l'intention tout de suite, et c'est plus facile dans une start-up, dans une petite boîte, une PME où il y a 15 personnes, 50 personnes, c'est plus facile parce qu'on croise la direction plus souvent, on travaille avec elle plus souvent. Et donc l'intention transparaît et est transmise beaucoup plus rapidement. C'est plus compliqué quand c'est plus verticalisé, qu'il y a beaucoup plus d'échelons. Et donc, il faut être capable, justement, en tant que manager ou en tant que personne intermédiaire, de transmettre l'intention, de dire, voilà, ce qu'on essaye d'accomplir ensemble, c'est alors évidemment, une entreprise, c'est fait pour faire de l'argent, mais comment on le fait? Et est-ce qu'on essaye de piquer l'argent à notre client ou est-ce qu'on essaye de lui donner de la valeur, ce qui va faire qu'il va être content de nous payer? Ça, c'est deux intentions différentes euh, qui ont potentiellement le même résultat à court terme. Et donc après, je continue sur centralisation versus décentralisation. En général, on a tendance à pousser beaucoup sur la décentralisation parce que nos entreprises sont souvent très centralisées. Si je redonne les éléments de base, en général, ce qu'on dit, c'est qu'on va décentraliser dès que l'information elle a besoin d'être en bas et surtout dès qu'on a besoin de prendre une décision rapidement parce que si on ne prend pas la décision rapidement, c'est trop tard. Il faut savoir, en général, c'est ce que dit l'armée, que dès qu'on remonte à un niveau hiérarchique, la décision prend 3 fois plus de temps à être prise. Et donc là, forcément, si vous voulez que la décision soit prise rapidement, parce que si vous ne la prenez pas maintenant, elle n'a plus de sens, vous allez avoir tendance à décentraliser. Dans le sens inverse, on va avoir tendance à centraliser dès qu'on va pouvoir faire des économies d'échelle et que si on ne prend pas la décision si rapidement que ça, c'est pas grave. Donc ça, c'est la partie centralisation versus décentralisation. Ouais, moi, j'aime bien aussi parler de nombre de personnes impactées par la décision. C'est-à-dire que si j'ai une décision qui impacte mon équipe, mon produit ou ma feature, c'est-à-dire que je décide de faire, alors je grossis le trait, mais le bouton, je décide de le faire en bleu ou en vert. Ça, c'est ma responsabilité dans mon équipe, dans mon produit. J'ai pas besoin d'aller demander au CEO, au patron, au PDG.
En revanche, si je prends une décision sur comment on s'organise tous ensemble, bon, bah là, il faut peut-être que ça soit décidé un peu plus haut. Ouais, vous voyez, la lumière me fait défaut. De plus en plus, je disparais. Ça doit être l'effet structure organisationnelle. Et on va quand même continuer comme ça jusqu'à ce que je disparaisse complètement. Sur la partie coordination, ce qui est intéressant, en tout cas, c'est quelque chose que je suis beaucoup moi sur la partie coordination-intégration, c'est le nombre d'équipes qui sont liées sur un sujet. Je prends un des gros glaçons ou un des gros cailloux de la roadmap, combien il y a d'équipes impactées. Et plus vous en avez, et plus potentiellement vous allez être lent parce que vous allez avoir des besoins de coordination. Et c'est là où, par contre, moi, je suis en décalage avec la partie de consensus, on va dire, parce que là, ChatGPT, le seul truc dont il me parle, c'est la coordination entre les départements. Et par défaut, pour moi, on ne devrait pas coordonner. Par défaut, on devrait casser les dépendances. Si on n'arrive pas à casser les dépendances, on peut les diminuer en permettant, par exemple, à mon voisin d'aller passer la tondeuse chez moi. Donc ça, c'est une façon de diminuer la dépendance. Et si vraiment j'y arrive pas, je vais faire de la coordination. Mais par défaut, on ne devrait pas faire de la coordination. Et c'est en partie ça qui nous permettra d'avoir la flexibilité de l'adaptabilité. À partir du moment où je laisse mon voisin aller passer la tondeuse chez moi, bah, je crée de la porosité. Et cette porosité-là, on peut la retrouver soit sur les rôles d'ailleurs, soit sur les équipes. Plus vous avez de porosité, plus si le sens du vent il change, vous êtes capable de bouger. Et avant de redonner un peu la main à Thomas, la partie innovation de ChatGPT, pour moi, c'est le bon bullshit traditionnel. Je ne sais pas ce que ça fait là. En général, en gros, quand même, on dit, même si là, je vais être positif, que la partie innovation, c'est tout le monde qui peut innover. Il faut qu'on soit dans la capacité à innover. Et ça rejoint un peu le budget que j'aurais pour travailler sur autre chose que la partie stratégique. Veux-tu rajouter un truc sur l'innovation, le beau mot tout en bas? Oui, pareil, je ne sais pas ce qu'il fait là, ou c'est peut-être lié à l'adaptabilité, créer des choses nouvelles, je ne sais pas trop. Pour moi, l'innovation, ça peut prendre plein de formes différentes, et effectivement, ça peut être plutôt sur les métiers de chacun. J'aime bien parler sur la coordination et l'intégration, évidemment, de revenir sur les flux et être capable de mesurer comment on travaille, comment les flux d'information et les flux de coordination fonctionnent. Mais je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Si on est autonome pour aller travailler chez l'autre, c'est quand même plus facile et plus rapide, donc plus efficace que de faire de la coordination. Et pour clôturer cette vidéo, on va parler de l'importance de la structure organisationnelle. Je vais enlever le partage, donc vous avez intérêt de lire assez vite. Efficacité opérationnelle, clarté des rôles, adaptation au changement, alignement stratégique. En gros, là, à ce niveau-là, si vous avez la bonne structure par rapport à votre stratégie, je le redis, ce que ça va permettre de faire, c'est justement de mieux exécuter la stratégie. Et moins vous avez de frottement entre les équipes, et plus vous allez exécuter la stratégie de manière efficace. Donc, un des indicateurs de référence quand vous faites ça, c'est vraiment quel est le nombre d'équipes impactées par tout caillou de la roadmap. Et là, si vous êtes à 5-6, c'est que vous n'êtes pas bien. Si vous êtes vers 2, c'est vraiment très très bien. Et donc en gros, c'est la moyenne du nombre d'équipes impactées. Après, il faut être un peu plus souple parce que des fois, on se rend compte que c'est au sein d'une petite grappe d'équipes, des équipes qui sont côte à côte. Donc là, c'est moins grave. Là où vous avez le plus de problèmes, c'est quand vous avez beaucoup d'équipes et qu'en plus, elles sont loin dans l'organisation. Donc ça, c'est un indicateur hyper intéressant qui va vous montrer votre efficacité opérationnelle et aussi votre capacité à changer. Alors, un peu. Alors, ça dépend du changement que vous voulez faire, sachant que vous n'êtes pas obligé de changer partout. Mais en gros, globalement, si le changement il est petit, si vous avez de la porosité avec des rôles qui sont justement pas trop bien définis, mais vous laissez un peu de marge de manœuvre, et pareil pour les équipes, s'il y a un petit changement, ça va être bien. Dès que le changement il va être majeur, là, de toute façon, vous n'aurez pas le choix que de changer un peu plus fortement. Et après, la question, c'est comment vous impactez l'organisation en mettant tout le monde dedans et tous les combien vous le faites. Si vous avez beaucoup d'incertitudes parce que vous êtes par exemple dans un marché qui change, là vous aurez intérêt à faire beaucoup de petits changements. Les changements Big Bang une fois tous les 3-4 ans, c'est bien si votre environnement il est incertain, mais ça change tout d'un coup et c'est vraiment beaucoup de changements d'un coup. Si votre contexte il est plus marché incertain, marché volatile, j'aurais plus tendance à faire plein de petits changements tout le temps. Ouais, quand tu fais plein de petits changements tout le temps, c'est difficile de piloter tout d'un point central, mesurer et savoir si les changements sont globalement efficaces, c'est bien. En revanche, faire des changements au niveau local et piloter les changements au niveau local, c'est quand même plus facile et plus efficace parce que ça permet d'aller plus vite. Encore une fois, si on fait plein de petits changements, il vaut mieux aller plus vite. Après, sur l'alignement stratégique, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure
sur comment descendre l'information et comment piloter une information, une décision, combien de personnes ça impacte et est-ce que c'est moi qui dois la prendre ou plus la direction. Et il est temps maintenant de clôturer cette vidéo et pour moi de disparaître. À la prochaine.